Pierre Frobert, c'était un homme qui était vraiment pas solitaire. Il avait son atelier vraiment fait pour que les gens y aillent. Hein. C'était très public, c'était en plein centre de Vichy, juste à côté de la source de l'hôpital. Il a commencé par travailler à Manurin, qui à ce moment-là c'était un des gros trucs d'industrie, un des seuls à Vichy. Et par la suite, il a dû quitter parce qu'il était peintre en bâtiment, tout simplement, et puis peintre tout court. Et c'est là qu'il a pris cet atelier où il peignait, bien entendu, mais où il recevait volontiers les gens et où il distribuait des papiers, des polycopiés, des choses comme ça. Il faisait des peintures très colorées et qui représentaient des soucoupes volantes survolant une montagne ou des choses comme ça. Ce qui était d'ailleurs plaisant, très coloré en effet. Je suis allé le voir pour la première fois en juin 77 et c'est en septembre 77 qu'il a découvert le Guinich. Et donc là, ça l'a emballé et tout de suite il s'est mis à multiplier les visites, les écrits, les poèmes, etc. Là. Ben, il est arrivé, il avait réservé pour une dizaine de jours à l'hôtel, et donc j'avais une quinzaine d'années, moi à peu près. Et puis donc il a passé le premier jour, on l'a pas vu. Il est venu manger à midi, et puis il se baladait dans les bois. On ne savait pas trop ce qu'il était venu faire, mais enfin il a dit qu'il venait se reposer, qu'il était bon, voilà. Je me rappelle très bien. Puis il avait une certaine aura en plus. On le craignait un petit peu au début parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir des gens comme ça qui viennent tout seuls. Et puis voilà. Bon, bref. Et donc il est revenu le soir et puis on a discuté un petit peu et tout. Il a discuté avec mon père, il a discuté avec moi et puis il me dit vous connaissez des rochers dans le coin et tout oh, il y en a de partout. Hein. Et puis je lui dis oui, il y a bien un rocher qui est au-dessus du village. On y allait s'amuser régulièrement avec les copains d'ailleurs là-haut. On montait dessus. Puis on savait qu'il était un peu particulier quand même ce rocher, puisqu'il y avait des cupules dessus. On savait que ça avait été taillé, mais bon. Depuis des générations, on n'y prêtait pas une attention particulière, quoi. Et donc, en fait, il y était allé. Il avait trouvé plusieurs rochers, dont un autre qui est un dolmen, qui est dans un de nos prés au-dessus du village aussi. Il a suivi certains rochers, il est tombé sur la pierre Guinich, mais il ne nous l'a pas dit. Et le lendemain, il m'a dit, tu peux m'amener à cet endroit? Et donc, je suis monté avec lui dans sa voiture, puis on est monté là-haut. C'est là que Pierre Frobert m'a fait voir le premier truc. Il me dit, il m'amène là, il m'amène ici. Voilà, il me dit, qu'est-ce que tu vois là? Il me dit, tu vois pas quelque chose? Ben, je dis, si, on dirait une tête de l'ours, une tête de lion. Oui, voilà, ben, il me dit, tu vois, une tête de lion. Alors, bon, après, il faut avoir un petit peu d'imagination aussi. Hein. Il y a l'oreille, là, il y aurait l'oreille, l'œil, la bouche. Et effectivement, quand on y regarde après, suivant où on est placé. Et puis, il me dit, tu sais, cette pierre, elle a beaucoup de magnétisme et tout, etc., etc. Enfin bon, à la suite de ça, ben, il est resté une dizaine de jours, et puis il y allait régulièrement, et puis il a découvert d'autres. Et puis il revenait régulièrement, et puis il a fini par nous dire qu'il était en phase terminale d'un cancer du sang quand même, et qu'il est venu à la suite d'un rêve. Il avait fait un rêve, tu trouveras, je ne sais plus exactement la phrase qu'il nous a dit, tu trouveras des signes au pied du Montoncel, un truc comme ça. Donc, Quand il a découvert les pierres Guinich, est-ce qu'il vous en a parlé? Ah oui, tout de suite. Ah oui, là, d'ailleurs, il s'est mis tout de suite à faire des papiers dessus, à les donner. Et dans le journal, très vite, j'ai des tas de coupures de journaux, là, où entre 77 et 79, les gens l'ont suivi de très près. Hein, les journaux publicitaires, La Montagne, Le Progrès, tout le monde est allé le voir. Et il vous avez parlé de son rêve prémonitoire?
Ah oui, 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 bien sûr. Et puis il le résume lui-même bien dans ses écrits. Oui, oui, avec un personnage qui lui est apparu d'allure mi-masculine, mi-féminine. Juste un croquis vite fait, mais bon, il vous montre exactement comme il l'a vu. Et très vite, il est allé là-haut. Et alors, c'est là justement qu'il devait être malade de très bonne heure, parce qu'à ce moment-là, il prétendait avoir une leucémie. Et il est allé à ce monument Guinich. Alors lui, il avait quand même l'œil de l'artiste, l'œil du peintre. Donc tout de suite, dans ces rochers, il voyait une grenouille, un serpent, un éléphant, etc. Même quand ça paraissait pas si évident, hein. Et tout de suite, là, c'est en septembre 77, qu'il a passé une nuit là-haut, et le lendemain, il n'avait plus de leucémie. Il est rentré en rémission complète de son cancer, quoi. Donc, voilà, les toubibs n'en revenaient pas, etc. Donc, mais pour lui, c'était tout à fait normal, c'était la suite logique de son parcours, quoi. Voilà, c'était un personnage, quoi. Il était passionnant en plus à écouter parce que il avait fait plusieurs voyages ensuite, par la suite. Et il avait fait le rapprochement avec les animaux qui étaient un peu vénérés en Inde et les animaux qu'il a trouvés sur la pierre Giniche. À la suite de ça, d'ailleurs, il a écrit son livre, Les Leïlas du Seigneur. Bon, il avait déjà écrit, avec l'aide de l'association qu'ils avaient créée avec sa femme, Ferrière de Main, il avait déjà écrit beaucoup sur la pierre Giniche, son parcours, justement, sa venue ici, etc. Sa découverte, il a fait des plans, il a fait des plans de la pierre, de vue de par-dessus. Elle correspondait aux points cardinaux. Il a fait un parcours entre plusieurs pierres qu'il a trouvées, et c'est pareil, ça faisait des figures géométriques, ou enfin bon, c'était assez poussé, hein, assez pointu ce qu'il avait fait quand même. Mais il était arrivé à un stade après, au bout de quelques années, bon, parce que, je sais pas, il a fait le rapport avec une piste, une balise pour des extraterrestres. Ça allait très loin après. Donc il a perdu en crédibilité pas mal. Voilà. Il était assez mystique, il est vraiment très, très mystique. Et bien sûr, il me parlait de ses expériences en Inde, etc. D'ailleurs, on a eu un ami à lui qui est venu bien des années après avec une espèce de boule. Et c'était pour purifier la terre. Alors, mais ça allait très loin et il fallait qu'il la fasse, qu'il l'amène dans des lieux précis et qu'il fasse couler l'eau dessus et tout. Il l'a posée sur le bar. C'est pas des blagues, hein. Je me sentais mal. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ce truc dégageait une puissance qui venait de je sais pas où. Il m'avait prévenu, hein. Il m'avait prévenu. Voilà. Et ça venait d'Inde et tout. Donc voilà, j'ai vu plein de trucs comme ça. Mais ce qui était bien, qui faisait qu'on allait volontiers le voir aussi, c'est que c'était un type qui vous accueillait très bien, qui vous racontait ses histoires sur un ton très simple, sans aucun... Il n'avait pas le côté solennel de beaucoup de ces gens qui font dans l'occultisme ou tout ça. Lui, il vous racontait ça comme s'il vous aurait parlé d'un chantier de peinture ou d'autre chose, quoi. Mais lui, pour moi, c'est le type même de l'autodidacte, c'est-à-dire de ces types qui, faute peut-être d'une instruction au départ où on demande aux gens de réfléchir et de ne pas avancer des théories sans avoir quelques preuves, lui, non, il n'avait pas besoin des preuves. D'ailleurs, il vous racontait l'histoire de la Terre, des Atlantes et de l'Égypte. Il ne l'avait pas trouvé dans des livres. Voyage astral, rêve, prémonition, etc. C'est tout. Ça, là, ici, là. C'est pas tout à fait la même matière, on voit bien, là, c'est pas le même granit. C'est plus, voilà, bon. Puis de temps en temps, il y a des trucs, il y a des gris-gris des fois qui sont au milieu, là. Bon, là, il y en a pas. Donc il y a la grenouille. La grenouille, elle est un peu prise dans les arbres maintenant aussi, là.
Ah oui, là il y a la soucoupe volante, ah oui. Je te la zoome un peu. La soucoupe volante, avec des cupules dessus. Et puis là, la grosse cupule. Ça a été taillé, celle-là. Celle-là, c'est encore pire. C'est de là que lui est venu, que les gens du village appelaient la pierre de sacrifice. Parce qu'ils s'imaginaient voir des sacrifices et puis le sang couler et tout. Le poisson sur cette dalle, là, on le voit très très bien. Beaucoup de monde s'est intéressé à cette pierre, et les radiesthésistes de France en particulier, qui sont venus la mesurer, qui ont comparé la puissance magnétique de la pierre à la cathédrale de Chartres. Quand même, c'est pas rien, c'est vraiment puissant. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de monde qui viennent, professionnels plus ou moins, ou amateurs, tester ce magnétisme, et avec des espoirs de guérison pour certains. Voilà. Autrement, oui, il a eu, tout le monde est venu le voir. L'Autre Monde, ça c'est une revue, ces revues qui s'intéressent à l'occultisme justement. Le bestiaire du Montoncel, tout de suite, il a été très visité, et la montagne l'a beaucoup suivi. C'était un personnage. Mais en effet, là, comme il se voyait impliqué là-dedans, qui se trouvait guéri par les ondes magnétiques et tout ça, là, il se sentait très impliqué dans tout ça. C'était vraiment dans sa vie. Il sonnait beaucoup comme ça, mais il sonnait aussi beaucoup avec des, je sais plus, c'est une technique un peu particulière, avec des cristaux. Et voilà, des minéraux, des cristaux, voilà. La plus belle expérience, je crois que c'est avec les radiesthésistes de France. Quand ils sont venus, ils sont restés 2-3 jours avec des instruments de mesure. Bon, ils avaient des instruments, je ne saurais pas expliquer, mais enfin bon, pour mesurer ça. Et puis bon, ils faisaient le tour, ils ont fait le tour X fois et tout. Ils ont même trouvé, pas très loin, un amas métallique, donc au pied de la pierre. Et puis il y a d'autres groupes qui sont venus aussi, qui formaient des vétérinaires aux médecines douces, comme ça, justement. Il y a énormément de gens comme ça qui sont venus pour ça. Et il y a un autre couple là qui s'appelait, alors je vais manger leur nom, ils s'intéressaient surtout à la roche elle-même. Et donc ils ont découvert d'autres pierres dans le Montoncel en montant, il y en a vraiment beaucoup. Et eux, ils soignaient de cette manière-là, avec ces pierres. Chaque pierre avait son utilité. Il y avait une pierre pour le cœur, une pierre pour les intestins, une pierre pour la fertilité, enfin voilà, c'était vraiment des précis, quoi. Eux, ils avaient une technique particulière pour aborder toutes ces pierres, justement. C'est que, bon, ils travaillaient beaucoup, justement, avec les roadsters, là, ces fameuses, voilà. Et avant de pénétrer sur le site, ils ouvraient la porte. C'est-à-dire, mentalement, ils demandaient, grosso modo, si on peut simplifier, l'autorisation à la pierre d'y aller. Voilà. Et le fait d'ouvrir la porte, la pierre dégageait sa puissance. Voilà, moi je livre. Hein. Après, on en fait ce qu'on veut. On va essayer de déterminer l'emplacement d'une faille tellurique qui paraît être évidente. Les baguettes nous indiquent que c'est par là. Donc c'est une faille géologique nord-sud, à peu près, à quelques degrés près. Et on va maintenant essayer de chercher s'il y en a d'autres, s'il y a un carrefour de failles, de courants. Donc on va faire le tour du site. Voilà. Donc on retrouve notre faille nord-sud qui traverse le site. Et maintenant on va voir éventuellement les courants d'eau. Voilà. On demande un courant d'eau. On le trouve ici. Il y en a un autre là.
le sens d'écoulement de l'eau. Voilà, le courant vient d'ici. On va continuer un petit peu. Les ondes bénéfiques. Voilà. Ça se situerait à peu près à ce niveau, au niveau de la faille qui sépare les deux rochers. Là, ici, j'ai un pôle qui émet un rayonnement important, à cet endroit-là. Bon, il y a une concentration particulière. Bon, voilà, alors c'est un endroit ici qui paraît très positif. Je vais essayer de voir ce que donne le pendule. Voilà, alors effectivement, le pendule confirme bien. D'ailleurs, il a une bonne amplitude. Il confirme bien que c'est un point particulièrement positif ici. Ça s'arrête à dire qu'effectivement, il y a un réseau d'eau qui est très fourni, qui se rejoint et qui apparemment vient de faire une cheminée, un cône de rayonnement. Donc forcément, s'il y a un réseau souterrain, ça appelle des ondes cosmiques. Un amas de granit comme ça, c'est normal qu'on ait un rayonnement important. Est-ce que sur cette pierre, est-ce qu'il y a des anciens, vous aurez entendu parler des anciens, ou des légendes sur la pierre elle-même? Alors du tout, non, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment lui qui a, on va dire, qui a l'inventeur, quoi, on va dire, d'une certaine manière. Effectivement, on a toujours vu qu'il y avait des cupules. Nous, gamins, on y allait s'amuser. Les parents, les grands-parents la connaissaient, cette pierre. Il n'y avait pas de légende là-dessus, rien. Et puis, ce qui est fou en plus, c'est qu'on n'a jamais trouvé étymologiquement l'origine du nom. Giniche, ça veut rien dire. C'est pas du patois, c'est rien. On a cherché, hein. Alors, pour moi, parce que j'ai eu pas mal de Bretons qui sont venus, bien sûr, parce qu'ils s'y intéressent beaucoup à ces pierres-là aussi. Et il y en a un qui m'a dit que ça pourrait venir de Gwiniche, en breton, qui veut dire le froment, le blé, donc la fertilité, etc., voilà, la vie. Pourquoi pas? Mais je vous lirai, si vous voulez, là, un bout de texte qu'il avait fait, par exemple, sur l'Atlantide. C'est fou, parce que lui, il sait comment c'était il y a 52 000 ans. L'Atlantide, quand l'homme apparut sur la Terre, celle-ci était peuplée d'animaux, de monstres ou d'entités, âmes qui avaient adopté toutes sortes de corps bizarres. Il y avait aussi des pygmées, des géants hauts de 4 mètres. Les âmes nées avec un corps parfait continuaient d'arriver en grand nombre pour maintenir l'équilibre. Des tribus se formèrent, ils utilisèrent la pierre comme outil et comme arme afin de se nourrir et de se protéger des bêtes sauvages. Ils bâtirent des maisons en bois puis en pierre. Les premiers Atlantes furent des chasseurs, puis bergers et fermiers, puis vinrent les premières découvertes, les premières communications. Les monstres ou phénomènes, gênés par leur corps lourd et grotesque, dépourvus d'intelligence, ne progressèrent pas du tout, tandis que les animaux devenaient de plus en plus dangereux pour la survie de l'homme. Cet homme possédait à cette époque de grands pouvoirs occultes. Cependant, l'homme s'éloignait de la source divine en allant vers le monde matériel, perdant ainsi petit à petit ses facultés. Nous sommes au moins 52 000 avant Jésus-Christ. Un conseil réunit les sages des 5 continents, représentant les 5 races, pour étudier le meilleur moyen de combattre les créatures qui ravageaient la terre. Ils se servirent de forces chimiques qui allaient avoir de graves conséquences dans les années suivantes. En 50 700 avant Jésus-Christ survint le premier des grands cataclysmes, provoqué par l'emploi inconsidéré des produits chimiques et explosifs destinés à anéantir les gigantesques bêtes sauvages. L'ampleur de la catastrophe provoqua un déplacement des pôles. La Lémurie perdit une partie de son territoire, tandis qu'elle commença à s'enfoncer dans le Pacifique.